Merci Marianne, bonjour. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin pour présenter ce travail-là d'équipe sur le défi 4. Donc, deux éléments importants là, pour débuter, qu'on va échanger avec vous, la question de la sécurité alimentaire et la question des systèmes agroalimentaires territorialisés. Donc, c'est quand même deux concepts qui sont introduits dans le premier projet qui sont importants. Fait qu'on voulait prendre le temps quand même avec vous de les parcourir. Donc, pour ce qui est de la question de la sécurité alimentaire, bon, mais ça ne date pas nécessairement d'hier, là. C'est un concept qui est apparu en 1996. Donc, la sécurité alimentaire a été définie et adoptée par consensus international depuis le sommet mondial de l'alimentation au niveau de l'ONU de l'agriculture agroalimentaire. Souvent, on parle de la FAO, là, mais en français, c'est ONU-AA. Ça se dit moins bien qu'à FAO, mais bon, à Rome. Donc, le concept est introduit. On soutient, oui, puis on veut quand même aussi signifier le mouvement international Nourrir l'humanité durablement, qui a été initié très récemment par l'UPA en 2021. Je pense que c'est au mois de mai qu'il y a eu quand même un appel à ce sens. Donc, il y a une définition quand même à la question de la sécurité alimentaire, fait qu'elle signifie que tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie équilibrée et active. Sont quasiment tous pareils, les définitions. Celle-ci elle nous vient du CIUS Capital National. Puis j'en profite pour saluer Céline Lepage, que j'ai vue tantôt, qui est avec nous. Donc, quatre aspects là, à garder en tête pour la question de la sécurité alimentaire. L'accès, donc capacité de produire sa propre alimentation et donc de disposer de moyens de le faire, ou capacité d'acheter sa nourriture et donc de disposer d'un pouvoir d'achat suffisant pour le faire. La question de la disponibilité, donc en quantité suffisante d'aliments qui proviennent de la production intérieure, de stock d'importation ou d'aide. Bon, l'aide alimentaire, c'est quand même aussi une question, c'est pas juste des aides alimentaires internationales, il y a quand même aussi de l'aide alimentaire au niveau des plus démunis de notre société. La qualité des aliments et des régimes alimentaires de point de vue nutritionnel, sanitaire, mais aussi socio et culturel. Et finalement, la stabilité des capacités d'accès et donc de prix et de pouvoir d'achat, de disponibilité, de qualité des aliments et des régimes alimentaires. L'autre grand concept introduit dans ce premier projet est la question des systèmes alimentaires territorialisés. C'est un concept qui est plus récent et je vais vous lire une définition qui est amenée par Pilon en 2011. C'est que le système alimentaire territorialisé est un levier de développement durable pour les territoires sous influence urbaine. Donc, gardez ça en tête, vous allez voir un peu plus loin. Il réfère à tous les facteurs impliqués dans la production alimentaire, c'est-à-dire la transformation, la distribution, la consommation, la gestion des matières résiduelles et leur interaction. Souvent, dans notre jargon, on parle de maillons. Donc, on est conscient que tous ces maillons-là ont une interaction les uns avec les autres. Donc, on n'est plus juste dans un concept de production agricole et de consommateurs. Entre les deux, il y a plusieurs interactions. Donc, le PMAD souhaite s'y intéresser. On a la chance sur le territoire de la CMQ de bénéficier d'une étude participative de recherche qui a été menée entre 2016 et 2019 par l'Université Laval, qui s'appelle le RAPSAC. Donc, plusieurs partenaires ici présents aujourd'hui ont participé à cette étude-là. C'était vraiment un très beau diagnostic qui nous permettait de comprendre cet état de situation-là entre la production, les maillons qu'on vient de décrire. Donc, il y a des enjeux qui ont été signifiés. Le premier, c'est la protection et la valorisation des terres agricoles. Le deuxième, le maintien des exploitations sur le territoire. Le troisième, l'existence d'infrastructures régionales pour le conditionnement et la transformation de la production locale. Le quatrième, la proportion des matières premières régionales utilisées dans les installations existantes. Le cinquième, la répartition des lieux d'approvisionnement dans le bassin de consommation. En 6, le développement de la mise en marché de proximité. Le 7, l'apport des produits locaux sains et biologiques qui se retrouvent dans les circuits de distribution.
Le 8, la question de la traçabilité des aliments. Le 9, l'accès physique et économique par toutes et tous à des aliments sains, locaux et biologiques. Et 10, la diminution du gaspillage alimentaire. Donc, rapidement, une illustration qui nous provient de... Il y a un très beau site, là, si vous tapez RAPSAC, l'Université Laval a mis un site en place pour bien expliquer les retombées du projet. Fait qu'il y avait ce schéma-là qu'on voit très bien les maillons. Donc, la production alimentaire, la transformation, la distribution et la consommation. Et au centre, la question de la gestion des résidus alimentaires, bien, chacun de ces maillons-là a quand même une interaction. Il peut y avoir des résidus alimentaires autant au niveau de la production, de la transformation, de la distribution. Fait que, ils l'ont mis au centre du graphique. Donc, voilà pour schématiser ce qui est un système alimentaire territorialisé. Au niveau du premier projet, les spécificités pour notre territoire. Alors, on a un territoire agricole essentiel à la sécurité alimentaire contribuant à l'économie, à l'attractivité de notre territoire. Un contexte dynamique favorisant l'autodétermination et le développement des activités agricoles et agroalimentaires diversifiées. On a un marché de consommateurs de plus de 820 000 personnes, une biodiversité ainsi que des biens et services procurés par les écosystèmes et les espaces agricoles qui est de nos jours reconnu, un impact important des changements climatiques sur l'agriculture en l'exposant à des défis opérationnels accrus. À ce niveau-là, on souligne quand même l'étude aussi Ouranos-UPA qui a amené des éléments très intéressants là, au niveau des impacts que les changements climatiques auront sur la production agricole. Maintenant, l'autre objectif, le 19, assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture. Donc, reconduction de la ZAP et assurer sa valorisation par la multifonctionnalité de l'agriculture et la diversification de la production. Élément très important pour la spécificité de notre ZAP sur le territoire de la CMQ, parce que vous voyez qu'en 2019, c'est quand même 30 de l'ensemble du territoire de la CMQ, que dans cette zone agricole provinciale, il y a 25 qui est en production agricole, donc dans notre jargon en terre faite qui est cultivé, mais il y a quand même un 75 qu'on est pas nécessairement en culture, mais c'est toutes les zones forestières, agroforestières, etc. Et pour un autre ordre de grandeur, en 8 ans, la ZAP a diminué de 368 hectares au profit de l'urbanisation sur le territoire de la CMQ. L'objectif 21, réduire la distance de déplacement des aliments consommés sur le territoire métropolitain. Donc, il y a des critères comme développer des circuits de proximité ou des circuits courts, notamment par la création de pôles agroalimentaires. On va y revenir plus tard en atelier. Un autre élément, augmenter le nombre de points de vente d'aliments produits régionalement. L'objectif 22, augmenter la sécurité alimentaire par le développement de l'agriculture. Donc, on a un critère qui est réaliser des planifications relatives aux villes nourricières et à l'agriculture communautaire. On peut signifier les programmes actuellement au niveau du MAPAC pour les plans de développement des communautés nourricières, là, les PDCN, qui est un peu l'équivalent des PDZA, mais avec d'autres objectifs. Et il y a aussi, on a introduit la question d'élaborer une politique alimentaire à l'échelle métropolitaine afin de se doter d'une vision structurante et cohérente en la matière. L'objectif 23, préserver la qualité et la quantité de l'eau ainsi que la santé des sols. Vous l'avez vu que dans notre résolution, l'eau est au cœur des raisons de la révision actuelle, mais on sait que l'eau et la santé des sols est prioritaire pour la production. Donc, identifier des mesures agro-environnementales de conservation des sols en intégrant des normes en lien notamment avec les sols forestiers. Donc, vous comprenez qu'il y a une grande partie forestière de la ZAP, mais il y a quand même toute une interaction entre les milieux forestiers et les terres en culture. Prévoir des mesures pour utiliser rationnellement et sobrement l'eau. La question de l'irrigation des cultures et il y a des très grands enjeux sur notre territoire, notamment à l'île d'Orléans. Identifier des mesures pour créer et restaurer des milieux naturels afin de contribuer à l'agroécologie, notamment par l'implantation de haies brisantes et de bandes riveraines en ZAP.
Là, il y a toute la question du plan d'agriculture durable du gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement du Québec va demander au milieu agricole municipal de les épauler pour cette mise en œuvre de ce plan. Objectif 24, soutenir la biodiversité en minimisant les pertes d'habitat et en les requalifiant. Pour ce faire, il y a une notion qui est amenée au niveau des interfaces. On va en parler plus en atelier également. Fait que, on a un critère qui est prévoir des mesures d'aménagement du territoire. Oui, d'aménagement, excusez-moi, aux interfaces entre la zone agricole provinciale et les périmètres d'urbanisation afin de limiter les problématiques de cohabitation et soutenir la biodiversité en considérant les éléments suivants. Il y en a 4 présentement, c'est peut-être pas, il y en a peut-être d'autres, mais on en a signifié 4 dans le premier projet. Atténuer les effets négatifs entre les types d'usage. La photo d'en haut parle d'elle-même. Favoriser une mixité bénéfique à la production locale. Donc, la question de diversification de types de production entre les circuits longs et les circuits courts. Favoriser les fonctions pédagogiques. Donc, l'agriculture urbaine a souvent aux yeux de plusieurs des aspects pédagogiques très intéressants pour les urbains en lien avec les réalités agricoles. Et favoriser les boisés, les érablières. Donc, il y a un objectif quand même de conservation au niveau de la CPTAQ sur les érablières notamment. Et le dernier, qui est non le moindre parce qu'il est dans un courant en pleine, ça le dit aussi, transition énergétique équitable. On a quand même voulu l'introduire, donc favoriser un modèle de transition énergétique équitable, avec introduction de mesures permettant l'efficacité énergétique, la substitution énergétique et l'implantation d'équipements de production énergétique en agriculture. Vous avez 2 exemples de lieux plus industriels qui produisent, qui consomment beaucoup d'énergie, mais qui produisent également de l'énergie, notamment de la chaleur, pour aider après ça à chauffer des complexes de serre. Un bel exemple de ça sur notre territoire, c'est regarder ce qui se passe avec Résolu et la production de concombres au Québec. C'est un exemple de complexe industriaux-agricoles qui a vu le jour, puis il y en a d'autres sur les planches à dessin. Et à droite, vous avez les réalités de lieux de production animale pour créer du biogaz qui permet par la suite de soit d'injecter ça dans des réseaux de chaleur déjà existants des municipalités ou de chauffer les bâtiments des producteurs. Donc, c'est en émergence, mais on a des réflexions en aménagement de territoire sur l'implantation de ce type de projet. Voilà, Marianne, je pense que ça fait le tour. Je suis allé peut-être un peu plus rapidement que prévu. Je vais laisser du temps aux questions.